Accident de circulation, l'Afrique a le taux de mortalité le plus élevé, annonce faite ce matin lors de la célébration de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique. Et la célébration de cette journée permettra de faire des campagnes d'information et de sensibilisation pour moins de morts sur nos routes. Afin d'éviter des cas d'inondation à Bamako pendant l'hivernage, des travaux de curage de caniveaux et réalisation de collecteurs sont en cours sur certaines artères de la commune 4 et de la commune 5 du district de Bamako. Le 1er mai, c'était la fête du travail. À l'occasion, l'ORTM est allé à la rencontre de Bourama Karambé. Bourama est chargeur de camions de sable et ce qui fait de lui un héros, c'est qu'il a perdu son bras depuis l'âge de 8 ans. Il arrive à faire ce métier à 51 ans pour subvenir à ses besoins. Et ce soir, pour parler de la 14e édition de la rentrée littéraire au Mali, nous recevons sur ce plateau Ibrahima Aya, écrivain, éditeur. Il est le directeur de la rentrée littéraire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Bonsoir, monsieur Aya. Bonsoir. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et Merci. Nous vous revenons tout à l'heure. Merci. L'ORTM, votre télévision nationale, lance demain une nouvelle émission intitulée Malikura Tassira. Il s'agit d'un plateau réservé uniquement aux membres du gouvernement pour leur permettre de rendre compte de leur action au peuple malien. Les acquis, les obstacles ou difficultés, les perspectives sont les grandes lignes de cette émission de 60 minutes en français et en bamanakan, dont la diffusion commence demain sur ORTM 1. Mais déjà, voyons les enjeux de cette initiative avec le Premier ministre Shogel Kokala Maïga. Après 30 ans de processus démocratique, nous avons rêvé de refondation, de renouveau, d'un nouveau contrat entre les gouvernants et les gouvernés. En un mot, d'un nouveau départ. Ce rêve, nous l'avons baptisé Malikura. Et ce Malikura n'est plus un rêve, c'est une ambition vécue et partagée. L'engagement d'un peuple résolu à s'assumer et à prendre souverainement et définitivement son destin en main. Le 18 août 2020, des officiers patriotes prenant en charge les attentes légitimes des forces patriotiques rassemblées et de tout le peuple malien, ont posé les premiers jalons du changement. Toujours à l'écoute et sensible aux aspirations les plus profondes du peuple, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta et ses compagnons, ont impulsé une nouvelle dynamique au cours de l'histoire. C'était le 24 mai 2021. En rectifiant la trajectoire de la transition, les nouvelles autorités ont promis la reddition des comptes et la redevabilité à tous les niveaux, notamment au sommet de l'État. Ce n'est certes pas l'heure du bilan, mais le devoir et la promesse imposent à chaque membre du gouvernement, ainsi qu'à moi-même, en tant que chef du gouvernement, de faire le point du parcours au bout d'une année de rectification. Ce ne serait pas exact de dire que le gouvernement a tout réussi, que le Mali d'aujourd'hui, le Malikura en construction, est un havre de paix, un pays stable. Nous aurions pu mieux faire. Nous aurions dû faire plus. Les circonstances dans lesquelles notre pays a évolué depuis la rectification de la transition ne nous ont pas permis d'atteindre tous les objectifs fixés au départ. La conjoncture géopolitique africaine et internationale, les difficultés de tous ordres ont retardé certaines des initiatives.
Toutefois, avec le soutien constant et exaltant de notre peuple, nous pouvons être fiers de ce qui a été accompli. En effet, en 9 mois, notre armée, qui était la risée du continent, est devenue une armée digne de ce nom. La montée en puissance de l'armée malienne est désormais une réalité qui s'impose chaque jour. Seules désormais les forces armées maliennes, les braves et héroïques FAMA, écument le territoire national, du nord au sud, d'est en ouest, pour débusquer l'ennemi et le traquer jusque dans ses derniers retranchements. Notre pays a regagné sa souveraineté. Aujourd'hui, notre armée peut intervenir à tous les points du territoire national sans avoir besoin de l'autorisation de quelque puissance que ce soit. La souveraineté et la sécurité avancent progressivement et s'instaurent sur l'ensemble du territoire national. Mais par-dessus tout, le Mali reste debout 4 mois après l'embargo. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui nous donnaient 2 semaines pour constater l'effondrement de l'État malien. Notre pays, au chevet duquel l'Afrique et le monde se sont mobilisés, est aujourd'hui la fierté du continent. Le nouveau Mali, le Mali-Kura, inspire, attire et mobilise toutes les consciences sensibles à l'injustice et à la condescendance de ceux qui n'ont rien compris du réveil du peuple. Désormais, le peuple africain du Mali, en dépit de l'incompréhension de nos frères, incompréhension qui, nous l'espérons, sera bientôt résorbée, entend assumer son destin et écrire lui-même la nouvelle page de son histoire. Nul ne décidera désormais pour le Mali sans le Mali. Le Mali-Kura, c'est là celui que les Maliens décideront par eux-mêmes et nul autre à leur place. Le président de la transition et moi-même, en tant que chef du gouvernement, et l'ensemble du gouvernement avons conscience des défis et des sacrifices que le peuple va devoir consentir pour l'avènement du Mali-Kura. Le Mali sous embargo devrait-il céder, renoncer, capituler, brisant ainsi l'espoir de tout un peuple et de l'ensemble de la nation africaine? Le bout du tunnel est encore loin. Nous sommes convaincus qu'aucune nation ne peut se construire sans le patriotisme, sans la confiance du peuple en lui-même, en un mot, sans sacrifice. Ayons donc confiance en nous-mêmes et nous réussirons la construction du Mali-Kura, Inch'Allah. C'est dans cet ordre d'idées, mesdames et messieurs, que je voudrais vous annoncer que sur les orientations du président de la transition, chaque membre du gouvernement viendra devant les Maliens pour faire le bilan. Un premier exercice a été mené par le chef du gouvernement devant le Conseil national de transition le 21 avril 2022. Je voudrais à cette occasion saluer le président du Conseil national de transition et l'ensemble des membres du Conseil national de transition
qui ont permis à beaucoup de Maliens d'écouter, d'échanger avec le chef du gouvernement. Bien, cet exercice va se prolonger. Chaque membre du gouvernement, conformément aux orientations du président de la transition, va s'expliquer dans quel état il a trouvé la situation, les départements, qu'est-ce qui a pu être fait pendant l'année de la rectification de la transition, quels ont été les obstacles, les difficultés, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait, qu'est-ce qui reste à faire. Nous avons besoin que notre peuple comprenne de quoi son gouvernement s'occupe, de ce qui a été fait pour construire le Malikoura, parce que le Malikoura, c'est votre affaire. Le Malikoura, c'est le futur du Mali. Et je le disais dans les titres, notre pays a célébré ce matin la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique. Cette célébration sera marquée par des campagnes d'information et de sensibilisation, car selon les statistiques, l'Afrique a le taux de mortalité le plus élevé dans les accidents de circulation. Plus de détails avec Alpha Maïga. C'est ici, en commune 6 du district de Bamako, au pied de la Tour de l'Afrique, symbole de l'unité africaine, que les couleurs de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique sont données. Il s'agit d'une journée célébrée à travers tous les pays membres de la CEDEAO sous le thème « Vers zéro blessure sur nos routes ». En instituant cette journée sous-régionale, les États membres de la CEDEAO réaffirment leur volonté de réaliser les objectifs en matière de sécurité routière, où les accidents de la route ne continueront plus à invalider la force de travail, à endeuiller les familles et à déstabiliser l'économie communautaire. Ce thème qui interpelle l'ensemble des usagers de la route, autorités politiques et administratives, m'offre heureuse occasion d'en appeler au civisme de tous les acteurs pour bannir l'insécurité sur toutes les formes sur nos routes. Occasion pour Madame le ministre des Transports et des Infrastructures de procéder à une campagne de sensibilisation. L'opération a consisté à apposer des bandes rétro-réfléchissantes sur le gabarit des véhicules, ensuite quelques engins à 2 roues. Cette bande de couleur jaunâtre donne une meilleure visibilité pendant la nuit. L'objectif visé est de minimiser le taux d'accidents sur les routes. L'Afrique a le taux de mortalité le plus élevé en matière d'accidents de la circulation routière, 26,6 tués pour 100 000 usagers de la route, contre une moyenne mondiale de 17,4 tués par 100 000 usagers. Les défis seront relevés non seulement en termes d'amélioration de la sécurité individuelle et collective, mais également par l'intégration de la composante sécurité routière dans tous les projets routiers. La lutte contre l'insécurité routière est et demeure une préoccupation des pouvoirs publics. Mais, comme le dirait l'autre, prudence est mère de sûreté. Tout à fait. Autre célébration, cette fois-ci, de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce 8 mai. Soyons aimables, croyons au pouvoir de la gentillesse. C'est le thème de cette édition. En 2021, 200 ménages ont bénéficié de l'assistance de la Croix-Rouge malienne. L'organisation humanitaire a aussi construit 9 salles de classe et fait 3 rues. 1000 volontaires ont été formés en réduction des catastrophes. On en parle avec Batraouri. Dans le monde, près de 9 millions de volontaires s'activent nuit et jour pour apporter assistance aux personnes en danger. Au Mali, ces volontaires sont estimés à 10 000 agents. Le 8 mai de chaque année est une date significative pour ces hommes et femmes qui ont choisi l'humanitaire par amour. Cette journée est l'occasion de magnifier leurs actes. Le thème de cette célébration pour l'édition 2022 est « Soyons aimables, croyons au pouvoir de la gentillesse ». Cela interpelle à la fraternité, à la bonté, à la bienveillance et à la tolérance, valeurs essentielles de vivre ensemble et de la cohésion. Je vous invite à propager la flamme de ces valeurs au quotidien pour bâtir un monde de fraternité plus humaine.
La vice-présidente de la Croix-Rouge malienne saisit l'occasion pour faire un large tour d'horizon des réalisations de son organisation dans le domaine de la gestion des catastrophes et risques liés au changement climatique. 200 ménages et 3 rues ont été construites ou réhabilitées dans le district de Bamako. La construction de 9 classes, de 7 blocs de latrines, la réhabilitation d'un bloc de 4 latrines. Plus de 1000 volontaires ont été formés sur la réduction du risque de catastrophe et d'adaptation au changement climatique. Je voudrais exhorter d'autres organisations de charité à vous emboîter le pas en inscrivant leurs actions dans ce sens pour qu'ensemble, nous puissions donner une grande impulsion à partager votre modèle et demander aux uns et aux autres d'œuvrer ensemble pour pérenniser cette belle journée du Comité international de la Croix-Rouge, pour le bonheur et l'honneur des couches vulnérables de notre cher pays. Toujours debout, unis et réconciliés. À la fin de la cérémonie, certains volontaires lient l'acte à la parole en faisant des dons de sang. La journée internationale de la presse, c'était le 3 mai. À cet effet, la Maison de la Presse a organisé ce matin une conférence débat sous le thème « L'état de la presse en cette période de transition au Mali ». Occasion également pour le président de la Maison de la Presse, Bandjougou Danté, de faire un diagnostic sans complaisance des difficultés actuelles de la profession et de proposer des solutions. Le compte rendu avec Modibo Mariko. Une célébration décalée cette année, mais qui n'enlève en rien à la volonté de faire le bilan d'étape pour la presse. L'état de la liberté de la presse en cette période de transition au Mali, thème de cette conférence débat, donne ainsi l'opportunité au président de la Maison de la Presse de rappeler les disparitions des journalistes et dans la même veine s'inquiéter des difficultés dans l'exercice du métier des journalistes. La presse malienne de façon générale vit une situation de précarité et l'apparition de nouveaux moyens de communication n'est pas pour arranger les choses. Cette précarité a comme conséquence la parution irrégulière des journaux, la diminution des heures d'émission des radios, sinon leur fermeture pure et simple, l'incertitude sur la vie même des télévisions, confrontées aux lourdes charges et à une concurrence déloyale impitoyable. Une presse en ligne qui ne demande que l'adoption de ces textes lui permettant de nettoyer son espace. Le Mali, avec plus de 200 parutions de journaux, près de 500 radios de proximité, une quarantaine de télévisions et un nombre important de sites d'information en ligne, les défis du professionnalisme se posent aujourd'hui plus que jamais pour la presse. La situation administrative des télévisions est clarifiée peu à peu. Des appels à candidature sont organisés, dont la finalité était de régulariser les télévisions déjà opérationnelles et fonctionnant illégalement. En réalité, la HAC n'a pas échappé à la soif de la création d'organes dans un pays où les médias est loin d'être une vraie entreprise. Au Mali, le premier défi pour le développement des médias reste l'adaptation des textes aux réalités du monde actuel. Je suis convaincu que la liberté de la presse est l'enfant de la révolution du 26 mars 1991. Et ceux qui ont vécu l'avant 91 pourront vous dire combien la situation d'aujourd'hui, bien que critiquable, est préférable à celle qui prévalait autrefois. Donc je voulais très sincèrement souhaiter à tous les acteurs des médias maliens beaucoup de persévérance et beaucoup de courage. Des défis dont les solutions sont déjà identifiées, la rélecture des textes régissant les secteurs par les acteurs pourrait être la thérapie pour une guérison définitive. C'est à quoi invite qui de droit les responsables de la Maison de la Presse. Une délégation du port autonome de Conakry est en visite dans notre pays. Elle a eu une séance de travail avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Au centre des discussions, le renforcement de l'approvisionnement de notre pays aux services portuaires et au flux des marchands à partir du port autonome de Conakry. Mohamed Kayantao et Yacouba Kone. Le Mali et la Guinée sont deux poumons d'un même corps. Cette phrase de l'ancien président guinéen Feu Sékou Touré refait surface au cours de la rencontre entre les responsables du port autonome de Conakry et les opérateurs économiques maliens qui souhaitent le renforcement du corridor Bamako-Conakry. C'est là, à travers le renforcement des infrastructures d'accès à la plateforme portuaire et routière. À ce sujet, l'assurance a été donnée par le directeur général du port autonome de Conakry de suivre strictement les instructions de son président de la transition, celle d'aider le Mali dans la mesure du possible.
On est en train de construire justement, à partir du Palais du Peuple, une déviation où maintenant tous les camions rentrent directement dans le port et on a construit un aire de stationnement de camions d'une capacité de près de 1200 camions et une partie qui est dédiée aux camions maliens. Pour la route Conakry-Kankan, ça a été une priorité pour la Guinée et aussi qui vise à améliorer nos relations, c'est-à-dire à faciliter la vie aux Maliens. Nous, on a reçu instruction ferme de recevoir les Maliens. On a reçu instruction ferme de vous aider, pas en crise seulement, mais premièrement en crise, quel que soit le prix. Donc, et la douane, et la gendarmerie, et la police, il nous a instruit de laisser tout ce qui est documentation de côté et de faire l'exercice pour aider le Mali. Pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, les propos du directeur général du port autonome de Conakry permettent d'améliorer les conditions d'accès du Mali au port de Conakry. Notre pays consomme autour de 3 milliards de litres de gazole par an. Par exemple, l'énergie du Mali qui donne l'électricité consomme 1 million de litres par jour. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali ne mène aucun effort pour vraiment sensibiliser, informer les importateurs et les exportateurs pour qu'on exploite davantage les corridors Guinée-Mali. Au cours de la rencontre, des questions d'éclaircissement ont permis de s'imprégner davantage de l'amélioration de la coopération économique entre le Mali et la Guinée. Et en images, remise d'importants lots de matériels médicaux à la polyclinique des armées à Kati à travers la direction du service social des armées. Ce geste du général de division Abdoulaye Koumaré, ancien ambassadeur du Mali en Espagne, permettra de faciliter la prise en charge des blessés de guerre. La remise s'est déroulée dans l'enceinte de la polyclinique en présence de certains responsables militaires. Voilà, remise d'importants lots de... On en vient à un autre titre de ce journal. Pour faire face aux inondations pendant l'hivernage, des travaux de curage de caniveaux et réalisation de collecteurs sont en cours sur certaines artères des communes 4 et 5 du district de Bamako et à la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances. Toutes les mesures sont prises pour achever les travaux. Notre équipe de reportage dirigée par Batraoré s'est rendue sur certains chantiers. Les voies urbaines pour les usagers, les caniveaux et collecteurs pour le drainage normal des eaux de pluie. Voilà des infrastructures collectives dont l'utilisation correcte est devenue problématique à Bamako ces derniers temps. La conséquence, ce sont les nombreux cas d'inondation observés ça et là en saison de pluie. Un phénomène qu'il faut vite conjurer. C'est pourquoi le conseil municipal de la commune 5 du district de Bamako anticipe et se donne 45 jours de travaux intenses sur des sites bien identifiés. Les travaux de curage ont commencé sur certaines artères de notre commune, telles que l'avenue Martin Luther King, c'est la voie à partir du quartier Mali, qui passe par Bako Djikoroni pour joindre Kalabankoro. Il y a aussi la rue de Grand Igbougou, qui commence déjà à partir de la station Oryx, au niveau du poste de police de Sabalbougou et qui continue sur le quartier de Grand Igbougou. Il y a aussi la voie des 30 mètres. Sur ces artères, il y a des activités de curage qui font bon train. De l'autre côté du fleuve, précisément en commune 4 du district de Bamako, en cette veille de saison des pluies, l'attention des autorités municipales est focalisée sur l'avenue Cheikh Zayed. Une voie dont le fossé fait l'objet de curages à répétition, comme nous confirme un riverain de cette artère. Mon inquiétude principale, c'est qu'il faut qu'il fasse tout avant que la pluie ne fasse son apparition. Parce que quand la pluie va venir, la terre est frileuse, donc ça va s'effriter et nous mettre en danger, nous et nos familles. C'est avec un lobbying avec le ministère des Transports. Les travaux se déroulent en général sur Cheikh Zayed. Parce que vous savez que notre commune a une particularité. C'est au flanc d'une colline, donc c'est dans un bassin. Les eaux de ruissellement viennent et il faut les canaliser. Avec ce collecteur, l'eau est canalisée. On espère que cette année, il n'y aura plus d'eau d'inondation dans l'ACI ou bien dans ce site.
Contrairement à la commune 4 de 5, la commune 1 du district de Bamako est à la phase de conception d'un planning de curage des caniveaux, comme nous explique le deuxième adjoint au maire. Nous avons réveillé la commission assainissement. Cette commission a fait ses travaux préliminaires et ils ont fourni un rapport. Et c'est à la suite de ce rapport-là que nous allons procéder au curage de nos différents caniveaux. À la DNACPN, Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et nuisances, les efforts sont axés sur le recalibrage des collecteurs aux endroits sensibles de la ville. Les besoins y afférents sont évalués à 800 millions de francs CFA pour des sites déjà identifiés. Les zones critiques identifiées sont d'abord le collecteur Mouloubaleni en commune 1. Et en plus de ce collecteur, nous avons le collecteur de Missabougou. Au-delà de ce collecteur, il y a le collecteur aussi de Faladje, derrière la tour de l'Afrique. Le ministère des Transports et des Infrastructures aussi a entrepris des actions. Il s'agit de voir le long de toutes les grandes artères, les goudrons, les caniveaux qui sont aux abords de ces différentes artères, de les réhabiliter et de faire de nouvelles constructions des caniveaux. Les représentants des mairies concernées et celui de la DNACPN ont d'ores et déjà condamné l'attitude de certains citoyens qui déposent des ordures dans les caniveaux ou collecteurs à la veille des pluies, espérant bénéficier du fameux bonus comme ils aiment le dire. Ce soir, les projecteurs de la rédaction sont braqués sur Bourama Karambe. Bourama est chargeur de camions de sable. Il a 51 ans aujourd'hui et depuis ses 8 ans, il a perdu un bras. Cet homme armé de courage pratique ce travail depuis plus d'une décennie maintenant. Handicapé, Bourama fait de son mieux pour subvenir à ses besoins. On n'en dit pas plus, suivant ce reportage de Tamsir Diabaté. Dans un entretien confidentiel, les caméras ont des oreilles. Bourama Karambe est un manchot qui sort de sa famille pour une journée chargée. Son métier, chargé des camions bennes en gravier, en sable ou en gravat. Ce n'est pas tout. Il tamise le sable et va jusqu'à l'extraire dans le fleuve. Karambe, le manchot armé de courage, travaille sans répit. Flashback, Bourama Karambe a perdu son avant-bras quand il avait 8 ans. Netukuran benge kontara bimbi na boloen karla bon oya siramanya bon otara ne dugu dola to otala ka kari bo ya kari wati mina bo to boloen amanya bon tumuna na do kado tumuna na boloen abina yeremati. Aujourd'hui, à 51 ans, il refuse d'être esclave de son handicap. Karambe n'a jamais fait de son handicap un argument pour tricher pendant le travail. Et lorsqu'il charge le camion avec ses collègues, pas de différence en termes d'effort physique ni de résistance. On a souvent l'impression qu'il n'est pas manchot, surtout au moment où il pose la pelle. En s'appuyant sur ses pieds au sol l'un derrière l'autre. Ainsi, sa détermination explique son courage et il ne voit que le camion chargé.
Et une fois ce camion chargé, il fait appel à ses collègues pour un autre travail plus difficile, cette fois-ci avec les gravats. Pour cette étape, il reconnaît qu'il a des difficultés à soulever certains gravats, comme en témoignent ses muscles bombés. Et l'autre étape de la journée, c'est aussi tamiser le sable. Seulement en un mois, Karambe, le macho et son collaborateur Seydou Djaram ont tamisé 154 tonnes de sable, soit l'équivalent de 7 voyages d'un camion ben de 22 tonnes, soit 10 roues. L'autre étape non moins importante, c'est de mettre le sable tamisé dans le sac. Et Karambe a sa propre technique à la matière. Watiro boro keme na ambasiri watiro ni abara kacha boro bakila ambasiri na ya siri amba bilanga patron asiri kasma boro kono o dorme duri kasa di mobil kono dorme ta. Pourtant, malgré tous ces efforts, Bourama Karambe n'arrive pas à joindre les deux bouts, assurer convenablement son prix de condiment, payer sa location et les frais de scolarité de ses 3 enfants sur 5. Bon, ami bibina binina baraka suma. Anteka baran soda ganya ko sobe. So amateka suma ite sisa. Bo awadu tika soda sisa. Fo asana wati mina, obina wari dama. Nyata cha ile mbala. Atika sa. Masega oka école sara mu ganga ba école la. Nous sommes au garage mécanique de son fils Sekou Karambe qui n'a que 11 ans. Pourtant, il veut bien étudier, mais il est aussi conscient de la situation financière et du handicap de son père. Et c'est avec des larmes aux yeux qu'il nourrit des ambitions pour son père. En attendant ce jour nouveau, le père du futur mécanicien est obligé d'aller extraire aussi du sable dans le fleuve Djoliba pour subvenir aux besoins de sa famille. Il retrouve d'ailleurs son premier travail qu'il avait abandonné il y a 4 ans à cause de sa dangerosité. Mais le fait qu'il y a moins en moins d'activités, Bourama Karambe a repris l'extraction du sable. Halni kala lujarato barawi minya adama denna ni barake yere ibi yere sutura sani kata mo godeli koron ko ka barake yere ka fen soro kata yere na fanai ça fait nebo korodi don kata mo godeli ni mo wadi soro do mina nebe siya ni barake ni ya soro mbati awa ka na songo. Son épouse Korotumbu Karambe se bat de son côté pour avoir le prix de condiment avant le retour de son mari. Elle espère gagner quelques sous. Ni douane bene bolo domina. Ne ba dama. Ni dote ne bolo domina fana. Ne amana na min sora mu kula. Na sira ka bo bara na kadini.
n'a ye i n'a fɔ wayasi 3 ni 4 ɲɔgɔn kɛra don min na n'a nana a bɛ sɛgɛn kojugu f'a ka tila ka furakisɛw ta jɔn bɛɛ n'a da kan don diɲɛ ye waati ko. Certes, la maladie est considérée comme l'un des pires ennemis de l'homme. Il y en a qui savent résister et Bouramba Karambé en fait partie car lui, il a fait de son handicap un atout pour travailler dur et même très dur afin de vivre dans la dignité. Et pour l'enfant de Banyangara, vivre est un effort permanent mais pas dans la mendicité. Voilà, on en vient à notre invité. Nous recevons Monsieur Ibrahima Aya. Il est le directeur de la rentrée littéraire du Mali qui débute le mardi 10 mai dans notre pays. Avec lui, nous allons justement parler de cette rentrée. Une fois de plus, merci à vous, Monsieur Aya, et bienvenue. Merci. Alors, est-ce que vous pensez que le Malien lit beaucoup? Je pense qu'il faut surtout lui donner la possibilité de lire beaucoup. Et donc... lui donner la possibilité d'avoir accès aux livres. Et c'est un long travail, bien sûr. Et je pense que la rentrée littéraire, justement, s'inscrit dans ce cheminement-là. Comment faire que les Maliens, à la fois, aient envie, mais aussi aient accès aux livres. D'accord. Et notre reporter Drissa Koné est allé à la rencontre de Nyari Fatmata Keita et Sebou Fofana, respectivement écrivaine, éditrice et éditeur, pour avoir leur avis sur la lecture au Mali. Suivant. Les enfants ont toujours imité les parents. Un enfant qui ne t'a jamais vu avec un livre en main ne va jamais lire. Pour qu'un enfant lise, il faut créer un espace de lecture. Il faut faire en sorte que le silence nécessaire pour la lecture soit un acquis. Dans nos familles aujourd'hui, il est bon de se poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour que nos enfants lisent? Qu'est-ce que nous faisons pour leur donner le goût de la lecture? Et pour cela, il faut que nous-mêmes nous lisions. Il faut qu'on crée des petits espaces de lecture, des coins de lecture dans nos petits salons, qu'on puisse créer un temps, même si c'est 1 heure, et que tous les membres de la famille se retrouvent en cercle comme on le faisait avant autour du conte, que chacun ait un livre en main et qu'il puisse se mettre à lire chacun. Et qu'on puisse aussi encourager ces goûts-là avec des cadeaux que nous offrons aux enfants. Ces cadeaux qui ne soient pas seulement que des tablettes, qui ne soient pas seulement que des chaussures et des vêtements, qui soient aussi des livres qu'on offre à nos enfants. C'est plutôt les anciens qu'il faudrait accuser, ces anciens qui n'ont pas mis les mesures nécessaires en place afin que les livres fassent partie de notre quotidien. Il s'agit des parents d'élèves, les parents surtout. Nous avons tous des enfants à la maison. Qu'est-ce que nous faisons pour que les livres fassent partie du quotidien de nos enfants? À la maison d'abord. Ensuite à l'école. Qu'est-ce que les enseignants eux-mêmes font pour que les livres ne soient plus un devoir pour les élèves, que ce soit par les plaisirs qu'ils lisent? Ce que nous avons à faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait des politiques cohérentes, des politiques bien structurées, qui puissent aider les secteurs du livre à avoir un essor. Aujourd'hui, la grande difficulté au Mali, c'est que les livres, on a du mal à faire les livres. Pas parce que nous ne voulons pas les faire, mais parce que le coût est très cher. Alors, Monsieur Ibrahima, vous venez d'écouter 2 éditeurs. Qu'en pensez-vous? D'accord, pas d'accord? Ou qu'est-ce que vous avez ajouté? Tout à fait. Je pense qu'ils comprennent parfaitement de quoi il s'agit. Le livre, c'est bien sûr l'envie, et je pense qu'ils en ont parlé, comment faire que les enfants aient envie de lire. Ça veut dire aussi comment faire que les adultes aient envie de lire et transmettent cette envie. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire aussi en sorte que le livre lui-même existe. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'on produise des livres. Et ça demande de créer un écosystème incitatif. Je pense il faut rappeler qu'en 2008, quand nous commencions, pour l'année, nous avons seulement recensé 4 livres de fiction
pour un pays quand même qui se revendique un grand pays de culture. C'est quand même assez insuffisant. Aujourd'hui, pour cette édition 2022, nous avons 50 nouveaux titres uniquement pour cette édition. C'est pour dire que voilà, il y a un chemin qui est fait. Ça veut dire que les Maliens, en termes d'écriture, reprennent la main sur le récit, sur leur récit, et donc sont en mesure aujourd'hui de raconter. Et maintenant, pour raconter, ils racontent à des gens, ils racontent donc aux Maliens, ils racontent aussi au reste du monde. Et pour cela, il faut faire en sorte que le livre soit accessible. Ça demande beaucoup de travail encore, mais c'est aussi des choix comme mes collègues l'ont rappelé, des choix politiques bien sûr, mais aussi des choix macroéconomiques. Tout ça, c'est un travail de toute une chaîne de livres qu'il faut continuer à accompagner, à structurer pour que les Maliens, les jeunes Maliens, puisque, rappelons, nous sommes une population très jeune, que ces jeunes aient accès aux livres. Et je pense que s'ils ont accès, l'envie, ça se crée aussi, ça se transmet, ça s'entretient et ça se cultive. Et parlons à présent de la 14e édition de la rentrée littéraire du Mali qui se tient cette année du 10 au 14 mai 2022. Et le thème choisi est territoire et imaginaire. Pouvez-vous nous expliquer le choix de ce thème, s'il vous plaît? Je pense que nous sommes tous conscients aujourd'hui que nous vivons des temps très violents. Nous vivons des temps difficiles, des temps d'endurance, mais aussi des temps de résilience. Et ça ne concerne pas que le Mali, ça concerne le monde aujourd'hui. Je pense que notre thème rattrape un peu l'actualité du monde. L'idée, c'est de dire que, voilà, dans ce contexte extrêmement difficile, nous sommes des territoires. Nous vivons sur des territoires et comment ces territoires nous habitent et comment nous habitons ces territoires. Comment nous trouvons, nous cherchons un équilibre avec les autres qui y vivent. Ça veut dire comment imaginer ces territoires-là. Ça veut dire aussi que imaginer, c'est penser, parce que l'imagination, c'est un champ d'idées. C'est un lieu de rencontre que la fiction, le débat permettent de nourrir. Y crée aussi des lendemains, des utopies. Et je pense que c'est à cela que nous invitons le public aujourd'hui, c'est venir dialoguer dans un dialogue bien sûr transversal entre les écrivains des 5 continents et le grand public malien pour imaginer ces territoires et leurs lendemains. D'accord, nous voyons que l'ouverture officielle c'est le mardi prochain, le 10 mai au CICB, mais nous voyons également dans le programme que l'événement sera célébré également dans 3 villes en plus de Bamako, à savoir Sikasso, Djenné et Tombouctou. Pourquoi ces villes? Quelles sont les activités prévues? Alors, il faut d'abord dire que la rentrée littéraire du Mali, aujourd'hui, c'est 100 manifestations artistiques et littéraires gratuites. C'est 6 universités qui accueillent ces événements. C'est 30 lycées qui accueillent les manifestations. C'est 40 000 jeunes, donc parmi ce grand public, 40 000 jeunes qui vont dialoguer avec des écrivains des 5 continents pour raconter le monde et l'Afrique à partir du Mali. Et vous savez, quand on avait encore la main sur notre récit, je pense que Tombouctou et Djenné, c'est quand même des villes très symboliques. C'est des villes du manuscrit. Et le livre, ça commence par le manuscrit. Donc, initialement, l'événement se déroulait seulement à Bamako. Donc, c'était important de rappeler aussi aux Maliens que nous ne sommes pas qu'une tradition d'oralité. Nous sommes aussi une tradition d'écriture. Et ça nous renvoie à ces villes antiques du savoir, Djenné et Tombouctou. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'étendre l'événement à d'autres localités. Et là, nous avons ajouté Sikasso. Mais l'objectif, c'est d'étendre l'événement à l'ensemble du territoire national. D'accord. Et c'est sûr que de grands écrivains sont attendus pour ce rendez-vous. Ah oui. D'abord, il faut dire que cette année, c'est quand même assez extraordinaire. On a quand même énormément de Maliens qui ont écrit pour cette édition. Et parmi ces Maliens, beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Ça veut dire qu'on reprend, comme je disais tantôt, la main sur notre récit. Et bien sûr, dans ce processus, c'est que nous sommes en dialogue avec le monde. Et le Mali, c'est un pays d'ouverture. C'est
son devoir d'ailleurs, d'accueillir le monde. C'est pour cela que nous accueillons des écrivains, des grands noms de la littérature mondiale qui arrivent, et j'invite les Maliens à saisir cette opportunité de dialoguer avec ces grands noms de la littérature de 5 continents, je précise, des 5 continents qui viennent pour parler aux Maliens et dialoguer avec les Maliens. Et je veux dire aux Maliens que quand vous recevez un écrivain, vous n'êtes jamais isolé. Vous êtes au cœur du récit. Merci. Merci bien, Monsieur Ibrahima Aya, pour toutes ces précisions et bonne rentrée littéraire. Voilà, nous étions avec Ibrahima Aya. Il est le directeur de la rentrée littéraire du Mali, un événement qui débute le mardi 10 mai. Voilà, le rendez-vous est pris. À présent, le point Covid dans ce 20h. Alors, les services de santé ont enregistré 0 décès. 21 patients guéris et 13 cas positifs sur 638 tests réalisés et 91 patients sont sous traitement. Voilà, vous l'aurez compris, c'est l'heure du sport dans ce 20h. Il nous a rejoint sur ce plateau Siragatou Sissé pour parler de l'actualité sportive. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Kariatou Kone. Et nous commençons par cette mauvaise nouvelle quand même. Notre équipe termine à la dernière place du groupe C, Coupe du Monde des sourds. Oui, cet après-midi, le Mali s'est incliné 5-2 devant la Turquie. C'est la 4e défaite des Aigles sourds en autant de sorties. L'équipe a encaissé 16 buts et marqué 5. Les Aigles sourds du Mali, mal préparés, ont bu le calice jusqu'à la lie. Selon nos sources, les conditions climatiques ont joué en défaveur des acteurs locaux. La température sur place varie entre 8 et 15 degrés, accompagnée de la pluie et du vent. Alors imaginez ce temps glacial inhabituel pour des Sahéliens. Suite ce dimanche de la 22e journée du championnat national de Ligue 1. Oui, au stade Modibo Keïta, l'AS Bakardian de Barawili a dominé l'équipe des 11 créateurs de Nyarela, 3 buts à 1. Cette victoire permet à ce club régional de rejoindre le Djoliba AC en tête du classement avec 38 points. Mais le Djoliba le dépasse à la faveur du goal différentiel particulier. En ce moment se joue la rencontre AS Royal AS Black Star de Badalabougou. Hier, le Djoliba AC a perdu à Koulikoro 2-1 face à l'Union Sportive de Bougouba. Match nul 0-0 entre l'Union Sportive du Sac de Kita et l'AS Police. Victoire étriquée 1-0 mais précieuse de l'USFAS sur LCBA. Les USFASiens quittent la zone de la relégation. Et enfin, Coupe football féminin, coup d'envoi de la 5e journée du championnat national. Oui, 4 matchs ont été disputés cet après-midi. L'AS Mané de la commune 4 corrige Badenia FC de Mopti 10-0. Les Amazones de la commune 5 en déplacement à Ségou atomisent CF Tamba 11 buts à 1. L'AS Real ne fait pas de cadeau à Sabali FC de Kita 8 buts à 0. Santoro UFC est allé battre à Bougouni les Tigres 2 buts à 0. L'AS Mandé 5 matchs, 5 victoires, 15 points est qualifié pour le Caridas. Demain lundi à suivre deux matchs, AS Police Saramagna de Kati et USFAS Super Lyon de Hamdallah. Merci bien, Siragatou. Je vous en prie. Voilà, à suivre, question d'actualité après l'émission Défense citoyenne. Le sujet de ce soir porte sur la problématique de la gestion de nos mosquées et de nos prêches, mais il sera aussi question de l'importance de la réglementation en cours pour assainir le secteur. Les invités sont Dame Sek, chef de cabinet du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Makiba, vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, et Dr Ousmane Traoré. Il est le secrétaire chargé aux affaires religieuses du Haut Conseil islamique du Mali, et Bamoussa Touré, coordinateur général des chefs de quartier de Bamako. Question d'actualité, une présentation de Cheikh Oumar Sangaré, et c'est en Bamanankan. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de soirée à tous et bonne reprise à tous demain.